Bienvenue aux 33 théories scientifiques les plus stupides, les plus étranges et les plus délicieusement sidérantes que l'humanité ait jamais prises au sérieux. Ce ne sont pas seulement des idées dépassées, ce sont de véritables ratés retentissants en blouse de laboratoire. Attachez votre ceinture de logique, car c'est le bêtisier ultime de l'histoire, où la mauvaise science rencontre une grande confiance. 1. Imaginez ceci. Vous laissez un tas de chiffons sales et moites dans un coin, peut-être y jetez-vous un peu de blé en prime, et bam! 21 jours plus tard, comme certaines recettes l'affirmaient, vous avez une nouvelle portée de souris. Non, ce n'est pas un épisode médiéval de Orders, édition nuisible, c'était une science légitime pendant des siècles. La théorie de la génération spontanée proposait que les créatures vivantes pouvaient simplement apparaître spontanément à partir de matières non vivantes. Des asticots de la viande en décomposition? Évidemment. Des anguilles de la vase de rivière? Absolument. Un scorpion de feuilles de basilic laissé sous une brique? Ne le remettez même pas en question. Il a fallu attendre Louis Pasteur et ses élégants flacons à col de cygne au XIXe siècle pour enfin convaincre les gens que, non, la vie ne s'assemble pas simplement au hasard comme un meuble en kit avec des instructions épouvantables. Le soulagement de ne pas trouver de blaireau dans votre tiroir à chaussettes a dû être immense. 2. Vous vous sentez un peu grincheux? C'est probablement un excès de bile noire, ce qui vous rend mélancolique. Un peu trop excitable et optimiste? Excès de sang, mon ami, ce qui vous rend sanguin. Pendant plus de 2000 ans, de la Grèce antique jusqu'à la Renaissance et au-delà, votre santé, votre personnalité et votre humeur générale étaient dictées par l'équilibre de 4 fluides corporels. Le sang, qui vous rendait sanguin ou optimiste, le flegme, menant à un tempérament flegmatique, calme, peut-être un peu lent, la bile jaune, causant une nature colérique ou fougueuse, irritable, et la bile noire, résultant en un état mélancolique, triste et pensif. Trop de l'un, pas assez de l'autre, et vous étiez promis à un monde de mots humoraux. Les traitements? Oh, ils étaient délicieux, saignées, vomissements provoqués, lavements fortement douteux, ou régimes alimentaires spécifiques pour contrer l'humeur dominante. En gros, si cela impliquait de vous faire sortir quelque chose de manière spectaculaire, c'était probablement au menu. Imaginez expliquer à votre patron que vous êtes en retard parce que votre flegme était un peu dominant ce matin. Il fallait une purge supplémentaire. De bons moments. 3. Vous avez la tête bosselée. Félicitations, vous pourriez être un génie, ou un kleptomane, ou peut-être vous êtes-vous juste cogné la tête. La phrénologie, très en vogue au XIXe siècle, proposait que la forme et les bosses de votre crâne correspondaient directement à vos traits de personnalité et à vos capacités mentales. Des zones spécifiques du cerveau étaient censées être liées à des choses comme l'amativité, essentiellement votre envie de batifoler, la destructivité, la bienveillance, ou même la philoprogéniture, qui était l'amour de la descendance. Oui, cela aussi était une bosse que vous pouviez apparemment sentir. Les phrénologues palpaient méticuleusement la tête des gens, parfois à l'aide de compas élaborés, pour diagnostiquer leur caractère. Ah oui, cette bosse proéminente au-dessus de votre oreille indique clairement une propension à débattre de l'ananas sur la pizza, tandis que ce creux ici suggère que vous ne maîtriserez jamais le kazoo. C'était essentiellement de la chiromancie pour votre crâne, et tout aussi scientifiquement valable, menant à des évaluations de caractère vraiment bizarres. 4. Avant que nous ne connaissions ces petites choses embêtantes appelées germes, que pensait-on être la cause des maladies généralisées comme le choléra ou la peste? Les mauvaises odeurs, bien sûr. La théorie des miasmes postulait que les maladies se propageaient par des miasmes, des vapeurs nocives, nauséabondes, s'élevant de matières organiques en décomposition, de marées, d'eau stagnante, ou simplement d'endroits généralement désagréables. Si ça puait, ça essayait probablement de vous tuer. Les gens croyaient que l'air même de certains lieux était empoisonné. Cela a conduit à des mesures de santé publique intéressantes, comme tenter de combattre les épidémies de choléra en brûlant des barils de goudron dans les rues ou en tirant des canons pour disperser l'air vicié, ou même en transportant des pommeaux de senteur pour repousser les odeurs mortelles. Bien que cela ait encouragé un certain assainissement utile, car nettoyer les choses malodorantes est généralement une bonne chose,
cela a légèrement manqué la cible concernant la véritable cause microbienne invisible. Presque, mais ils n'ont pas trouvé le vrai coupable microscopique. 5. Celle-ci est délicieusement loufoque et merveilleusement visuelle. La doctrine des signatures, populaire de l'Antiquité à la Renaissance, soutenait que Dieu, ou la nature si vous préférez ce terme, marquait aimablement les plantes et autres éléments naturels pour nous montrer leurs vertus médicinales. C'était comme un manuel d'instruction divin d'IKEA pour vos mots. Ainsi, une plante aux feuilles en forme de cœur, évidemment pour les affections cardiaques. Les noix ressemblent à de petits cerveaux complets avec leurs plis, idéal pour les maux de tête et les problèmes cognitifs. Les fleurs de fraise ressemblent à de petits yeux, parfait pour les affections oculaires. La pulmonaire, avec ses feuilles tachetées comme des poumons malades, était pour, vous l'avez deviné, les problèmes pulmonaires. C'est comme la pharmacie de la nature, ce que vous voyez et ce que vous obtenez. Bien que certains de ces remèdes aient pu fonctionner par coïncidence grâce à leurs propriétés chimiques réelles, la logique était une pure association visuelle. Cette racine noueuse ressemble à un doigt arthritique, donc elle guérit l'arthrite. Les possibilités étaient infinies, et probablement la plupart du temps inutiles, mais très créativement justifiées. 6. Avant que la chimie moderne ne découvre ce qu'est réellement le feu, un processus d'oxydation rapide pour les geeks de la science, les scientifiques des XVIIe et XVIIIe siècles ont inventé le phlogistique. C'était un élément hypothétique, semblable au feu, censé être contenu dans les substances combustibles et libéré pendant la combustion. Ainsi, lorsque le bois brûlait, c'était parce qu'il perdait son phlogistique, devenant des cendres déphlogistiquées. Les choses qui brûlaient bien, comme le charbon de bois ou l'huile, étaient considérées comme riches en phlogistique. Les contorsions mentales qu'ils devaient en faire pour expliquer pourquoi certains métaux prenaient du poids lorsqu'ils rouillaient, un processus qu'ils considéraient comme une forme lente de combustion, était vraiment de niveau olympique. Leur solution, le phlogistique devait avoir un poids négatif. Imaginez essayer de peser quelque chose qui rend les objets plus légers en étant en eux. Finalement, Antoine Lavoisier est arrivé à mener des expériences minutieuses avec l'oxygène et a dit en substance « Les gars, c'est l'oxygène, et le phlogistique peut aller, se faire phlogistiquer. » 7. Oh, le pauvre utérus, si mal compris. Pendant des milliers d'années, si une femme éprouvait à peu près n'importe quel mal, de l'anxiété et des évanouissements à l'irritabilité, l'essoufflement ou la perte d'appétit, un diagnostic courant était l'hystérie, causée par un utérus errant. Oui, il croyait que l'utérus pouvait se détacher et partir en petits voyages internes, appuyant sur d'autres organes et causant toutes sortes de chaos. S'il montait, cela pouvait provoquer des sensations d'étouffement. S'il descendait, d'autres problèmes. Les traitements comprenaient des odeurs agréables, comme des testicules de castor rôtis, sans blague, pour attirer l'utérus vers le bas, car apparemment, il avait un nez sensible et plutôt particulier. Moins agréablement, des odeurs fétides étaient appliquées au nez pour le chasser du haut du corps. C'est un miracle que les femmes aient survécu à la gynécologie antique, franchement. Désolé, je ne peux pas venir aux courses de chars, mon utérus se sent un peu aventureux aujourd'hui et essaie actuellement de chatouiller mon foie. 8. Vous avez une rage de dents qui vous donne l'impression que de minuscules démons vous martèlent la mâchoire. Pendant des milliers d'années, à travers les cultures, de la Mésopotamie antique à l'Angleterre shakespearienne, le coupable était censé être les vers dentaires. On pensait que ces créatures microscopiques et tordues s'enfouissaient dans vos dents, les rongeant et causant des douleurs atroces et des caries. Les prétendues preuves incluaient souvent la découverte de petites structures ressemblant à des vers dans les dents cariées, qui étaient probablement juste des fibres nerveuses ou des débris alimentaires. Les traitements étaient merveilleusement imaginatifs. Fumigation avec des graines de jusquiam qui, lorsqu'elles sont brûlées, libèrent de minuscules particules de cendres ondulantes qui ressemblaient de manière convaincante à des vers expulsés. Application de cataplasmes d'ingrédients douteux ou chants d'incantations complexes pour bannir les petites bêtes. Imaginez votre dentiste d'aujourd'hui dire « on dirait une vilaine infestation de dentovermicules. Il nous faudra de l'encens,
un petit cœur chantant et peut-être un tout petit harpon. La dentisterie moderne semble soudain beaucoup moins terrifiante, n'est-ce pas? 9. Celle-ci est une sacrée trouvaille et exerçait une pression incroyable sur les futures mères. La théorie de l'impression maternelle soutenait que les pensées, les émotions ou même les choses qu'une femme enceinte voyait ou expérimentait pouvaient imprimer directement des caractéristiques physiques sur son fœtus en développement. Ainsi, si une femme enceinte voyait un lapin et avait peur, son enfant pourrait naître avec un bec de lièvre. Si elle avait une envie intense de fraise et touchait sa peau, le bébé pourrait avoir une tache de naissance en forme de fraise, techniquement un névus, à cet endroit précis. Être témoin d'un incendie pouvait entraîner la naissance d'un bébé avec des marques rouges. C'est comme si votre enfant à naître était une bague d'humeur très sensible, mais pour des traits physiques permanents, sculptés par la vie quotidienne de la mère. Cela a conduit à conseiller aux femmes enceintes de ne s'entourer que de beaux objets et de belles pensées, de peur qu'elles ne maudissent accidentellement leur progéniture, avec une tache de naissance en forme de ce chien d'apparence étrange du quartier où, Dieu nous en préserve, le visage d'un voisin grincheux. 10. Prêt pour un feuilleton génétique désuet, digne d'une série télévisée de jour? La télégonie était la croyance selon laquelle un précédent partenaire sexuel d'une femme pouvait influencer les caractéristiques physiques de sa progéniture avec un partenaire ultérieur. Ainsi, si une femme avait un enfant avec un homme, puis plus tard un enfant avec un homme différent, le second enfant pouvait toujours hériter de traits, tels que la couleur des yeux ou le tempérament, du premier homme. C'est comme un fantôme génétique hantant les générations futures. L'essence du premier partenaire persistant d'une manière ou d'une autre. Cette théorie était particulièrement populaire dans les cercles d'élevage animal. Une preuve essentielle souvent citée était la célèbre jument de Lord Morton, qui aurait produit une progéniture rayée après avoir été accouplée avec un quagga, puis plus tard avec un cheval normal. Elle refaisait occasionnellement surface dans les discussions humaines, souvent avec des implications sociales et raciales plutôt désagréables. Heureusement, Gregor Mendel et ses petits pois ont finalement élucidé le fonctionnement réel de l'héritage, et la télégonie a été reléguée au rayon des « mais à quoi pensait-il » de l'histoire. 11. Pendant environ 1500 ans, le modèle dominant de l'univers, défendu par Ptolémée, plaçait la Terre clairement, inébranlablement, et avec une certaine suffisance au centre de tout. Le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles tournaient tous consciencieusement autour de nous dans des sphères célestes parfaites, comme un entourage cosmique. C'est une vision plutôt flatteuse, n'est-ce pas? Oui, Soleil, tu peux tourner autour de moi. Le problème était que les planètes faisaient occasionnellement cette chose agaçante appelée mouvement rétrograde, où elles semblaient reculer dans le ciel. Pour expliquer cela tout en gardant la Terre comme VIP, les astronomes ont dû inventer des systèmes de plus en plus complexes d'épicycles, de petits cercles dont les centres se déplaçaient le long de cercles plus grands, connus sous le nom de déférents. Cela est devenu une machine de Rube Goldberg cosmique incroyablement alambiquée. Tout cela pour éviter d'admettre que peut-être, juste peut-être, nous n'étions pas la star du spectacle. Copernic, Galilée et Kepler ont finalement mis fin à cette fête géocentrique avec une gueule de bois héliocentrique. 12. Vous êtes-vous déjà demandé comment vous voyez les choses? Eh bien, pendant très longtemps, une idée populaire, remontant aux Grecs anciens comme Platon et Euclide et durant plus de 1000 ans, était la théorie de l'émission. Celle-ci proposait que nos yeux émettaient activement des rayons, comme de minuscules lasers visuels ou des tentacules invisibles, qui touchaient ou palpaient les objets, nous permettant de les voir. Ainsi, vous ne receviez pas passivement la lumière. Vous étiez un participant actif, tâtant, en quelque sorte, le monde avec vos rayons oculaires. Comment cela fonctionnait la nuit, ou comment nous pouvions voir des étoiles lointaines? Cela devait être des rayons oculaires incroyablement puissants et rapides. Était un peu vague, impliquant souvent des théories sur l'interaction des rayons oculaires avec la lumière du soleil ou un feu à l'intérieur de l'œil. C'est une vision de la vue merveilleusement pleine d'action. Reculez. Je suis sur le point de voir ce sandwich avec mes palpeurs oculaires. Heureusement, Alazen et des scientifiques ultérieurs nous ont aidés à comprendre que la lumière
entre en fait dans nos yeux. Moins digne d'un super-héros, mais probablement plus précis. 13. Ce fut une théorie particulièrement optimiste et finalement tragiquement erronée qui gagna du terrain dans l'Ouest américain, en Australie et dans d'autres régions arides lors de la poussée d'expansion agricole au XIXe siècle. L'idée était que la colonisation humaine et le développement agricole, littéralement, labourer la terre, planter des arbres, même la fumée des trains et les vibrations de l'activité humaine, causeraient magiquement une augmentation des précipitations, rendant les terres arides fertiles. Commencez simplement à cultiver, et la pluie viendra. Les cieux s'ouvriront. C'était une croyance réconfortante pour les colons s'installant dans des zones sèches, fortement promues par les spéculateurs fonciers. Malheureusement, la météorologie ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Bien que les changements d'utilisation des terres à grande échelle puissent avoir un certain impact sur le climat local, le simple labourage du sol ne fait pas apparaître des nuages de pluie sur commande. Cela a conduit à beaucoup de chagrins, de dust bowls, cuvettes de poussière et de fermes abandonnées lorsque les sécheresses inévitables sont revenues. Mère Nature, il s'avère, n'accède pas aux requêtes basées sur l'effort agricole. 14. Ah, l'alchimie, le stratagème original pour s'enrichir rapidement du monde scientifique, enveloppé de couches de mysticisme et de secrets. Pendant des siècles, les alchimistes ont poursuivi le rêve de la transmutation. Plus précisément, transformer des métaux vils comme le plomb ou le fer en or pur et brillant. Il ne s'agissait pas seulement de richesse, même si cela en était certainement une grande partie, c'était lié à la purification spirituelle, à la recherche de l'élixir de vie pour l'immortalité et à la pierre philosophale, une substance mythique capable de faire les deux. Leur laboratoire était rempli de concoctions bizarres. Imaginez du sang de dragon ou de la poudre de cornes de licorne, ou du moins ce qui était vendu comme tel, des distillations complexes, des symboles secrets et beaucoup de vœux pieux, impliquant souvent de chauffer des choses pendant de très longues périodes. Bien qu'ils n'aient jamais réussi à fabriquer de l'or à partir de plomb, alerte spoiler, les alchimistes ont jeté les bases de la chimie moderne grâce à leurs expérimentations avec différentes substances et au développement d'équipements de laboratoire. Alors, merci pour les bêchers, les gars, même si l'histoire de l'or a été un peu un échec. 15. Oubliez la terre ferme sous vos pieds. Pendant des siècles, divers penseurs, écrivains et dingues purs et simples ont proposé que la Terre est en fait creuse. Et pas seulement un peu creuse, mais potentiellement capable de contenir des mondes intérieurs entiers, avec leur propre civilisation, une flore et une faune uniques, peut-être même leur propre soleil miniature. d'Edmond Halley, oui, le type de la comète, qui a brièvement théorisé des coques concentriques à l'intérieur de la Terre, à John Cleves Sims Jr., qui a milité fanatiquement pour une expédition au pôle Nord afin de trouver l'un des trous géants qu'il croyait mener à l'intérieur, la théorie de la Terre creuse a eu des adeptes étonnamment persistants. Imaginez-vous vous rendant au travail à travers un tunnel vers la Terre intérieure. Le trafic était terrible, une taupe géante a de nouveau bloqué le tube de magma, et le soleil intérieur était trop lumineux. Bien que la sismologie ait assez définitivement montré que notre planète est en grande partie solide, l'idée d'un monde secret sous nos pieds est juste trop amusante et inspirante pour l'aventure pour être complètement oubliée. 16. Avant que nous ne comprenions l'embryologie et la danse complexe de la génétique, une théorie dominante était le préformationnisme. Cette idée d'une élégante simplicité suggérait qu'un spermatozoïde, selon le camp des spermistes, ou un ovule, si vous étiez du côté des ovistes, contenait un minuscule humain entièrement formé, appelé homoncule. Le développement n'était que cette petite personne qui grossissait, un peu comme gonfler un animal en ballon microscopique. Certains affirmaient même pouvoir voir l'homoncule recroquevillé à l'intérieur des spermatozoïdes sous les premiers microscopes, bien que ce ne fût probablement que des vœux pieux, des grains de poussière ou le pouvoir de la suggestion. Cela a conduit à des implications philosophiques assez époustouflantes. Si chaque spermatozoïde contenait un homoncule, cet homoncule contenait-il également des spermatozoïdes encore plus petits, avec des homoncules encore plus petits, comme des poupées russes infinies de générations futures, toutes emballées en une seule. C'est un miracle que quelqu'un ait pu dormir en y pensant. Heureusement,
nous savons maintenant que le développement est un peu plus complexe que le simple gonflage d'un humain microscopique. 17. Au milieu du 19e siècle, le baron Karl von Reichenbach, un chimiste, industriel et philosophe allemand respecté, a affirmé avoir découvert une nouvelle force fondamentale de la nature appelée la force odique, ou Ode. Cette énergie mystérieuse était censée être rayonnée par presque tout. Les aimants, les cristaux, les humains, en particulier leurs doigts et leurs yeux, les plantes, même les étoiles, et pouvait être perçue par des sensitifs, des individus dotés d'une perception accrue. Ces sensitifs ont rapporté avoir vu des auras colorées, ressenti des sensations de chaleur ou de froid, ou même éprouvé des goûts à proximité d'objets émettant de l'ode dans des pièces obscurcies. Reichenbach a mené d'innombrables expériences, cataloguant méticuleusement leur description des émanations odiques, croyant qu'il était sur le point d'une révolution scientifique. Malheureusement, personne d'autre n'a jamais pu reproduire ces découvertes de manière contrôlée et objective, et la force odique a finalement sombré dans le royaume de la pseudoscience, un peu comme cet étrange picotement que l'on ressent parfois en se levant trop vite. Ce n'est probablement pas de l'ode. 18. Oh, la France! Tu nous as donné le champagne, la tour Eiffel et les rayons N. En 1903, Prosper René Blondelot, physicien français éminent et membre de l'Académie des sciences françaises, annonça sa découverte des rayons N, une nouvelle forme de radiation censément émise par diverses substances, y compris certains métaux et même le corps humain. Lui et ses collègues publièrent de nombreux articles sur leurs propriétés, affirmant que les rayons N pouvaient être réfractés par des prismes en aluminium, polarisés, et même améliorer la luminosité d'une source lumineuse faible. La communauté scientifique française l'adopta largement. Il y avait juste un tout petit problème. Les rayons N n'existaient pas réellement. Le physicien américain Robert W. Wood visita le laboratoire de Blondelot et, dans un classique exemple d'enquête scientifique, retira secrètement un prisme d'aluminium crucial de l'installation expérimentale. Blondelot et son assistant rapportèrent néanmoins avoir observé les effets des rayons N, décrivant leurs propriétés en détail. Oups! Ce fut un cas majeur de biais d'observation, de fierté nationale et de délire collectif, un rappel que même les scientifiques peuvent voir ce qu'ils veulent croire, surtout si cela donne une bonne image de leur pays. 19. Dans les années 1960, des scientifiques soviétiques ont provoqué un émoi mondial et une panique scientifique considérable durant la guerre froide avec leur découverte de la poly-eau, ou eau anormale. Ce n'était pas votre H2O quotidien. C'était supposément une forme stable et polymérisée d'eau avec un point d'ébullition beaucoup plus élevé, atteignant jusqu'à 500 degrés Celsius. Un point de congélation plus bas descendant jusqu'à -40, et une consistance sirupeuse comme de la vaseline. La communauté scientifique internationale est entrée en frénésie. S'agissait-il d'un nouvel état de la matière? D'un matériau merveilleux potentiel? Ou, comme le suggéraient certains articles dramatiques, et même le roman de Kurt Vonnegut, Le berceau du chat, inspiré par l'idée, une menace pour toute vie si elle s'échappait et polymérisait toute l'eau du monde? Il s'est avéré, après un examen intense, que la poly-eau n'était pour l'essentiel que de l'eau sale. Les échantillons étaient contaminés par de la silice et d'autres impuretés provenant des tubes capillaires en quartz. Un cas classique de « oups, nous n'avons pas bien nettoyé les éprouvettes », mais à une échelle mondiale, potentiellement apocalyptique, du moins dans la fiction. 20. Lorsque des astronomes du 19e siècle comme Giovanni Schiaparelli et Percival Lowell ont observé Mars à travers leur télescope, ils ont vu de fines lignes droites sillonnant sa surface rougeâtre. Schiaparelli, en 1877, les a appelés canali, terme italien pour canot ou sillon. Mais cela a été largement, et plutôt optimistement, mal traduit en anglais par canal. Lowell, un riche astronome américain, est devenu absolument convaincu qu'il s'agissait de vastes voies navigables artificielles, un énorme système d'irrigation construit par une civilisation martienne intelligente et ancienne pour acheminer l'eau des calottes polaires vers leur monde désertique et mourant. Il a méticuleusement cartographié des centaines de ces canaux,
publiant des livres et des conférences qui ont captivé l'imagination du public et ont donné lieu à des décennies d'histoires de science-fiction sur des martiens sophistiqués. Hélas, des images à plus haute résolution provenant de sondes spatiales au XXe siècle n'ont révélé aucun canal de ce type. Les lignes étaient probablement des illusions d'optique, des alignements de cratères ou des erreurs d'interprétation de caractéristiques géologiques naturelles vues à travers des télescopes imparfaits. Ainsi, pas d'anciens projets de travaux publics martiens, malheureusement, juste un cas classique de voir ce que l'on désire voir. 21. Celui-ci est accompagné d'une bonne dose d'effroi, et c'est un rappel glaçant de la science mal utilisée. La craniométrie, populaire au XIXe et au début du XXe siècle, était la pratique consistante à mesurer les crânes, leur taille, leur forme, leur volume et diverses protubérances osseuses. L'hypothèse sous-jacente, et profondément erronée, était que ces mesures physiques pouvaient révéler l'intelligence d'une personne, ses traits de personnalité et, le plus troublant, sa prétendue supériorité ou infériorité raciale. Des scientifiques, comme Samuel George Morton, ont méticuleusement collecté et mesuré des milliers de crânes de différents groupes ethniques, développant des systèmes de classification élaborés. Sans surprise, ces découvertes ont souvent et commodément soutenu les préjugés raciaux et les hiérarchies coloniales dominantes de l'époque, fournissant une justification scientifique à la discrimination et à l'oppression. C'est un rappel frappant de la facilité avec laquelle la science peut être déformée pour justifier les préjugés, et de l'importance d'examiner de manière critique les hypothèses et les motivations derrière toute recherche. Heureusement, cette pseudo-science a été complètement démystifiée, mais son héritage est sombre. 22. Similaire à la phrénologie et à la craniométrie, la physiognomonie était le soi-disant art, qui était assurément plus un art qu'une science, de juger le caractère, l'intelligence ou la valeur morale d'une personne à partir de son apparence extérieure, en particulier de ses traits faciaux. Vous avez un nez pointu, vous devez être perspicace et curieux, un front haut, clairement intelligent et noble, un menton fuyant, probablement manquant de volonté et facilement influençable. Pendant des siècles, les gens ont cru pouvoir lire une personne comme un livre ouvert, simplement en regardant son visage. Des érudits comme Johann Caspar Lavater ont écrit des traités volumineux à la fin du XVIIIe siècle, avec des illustrations détaillées sur la signification supposée des différentes formes d'yeux, épaisseur de lèvres, mâchoires et même des rides. S'il est vrai que nous portons tous des jugements rapides basés sur l'apparence, l'idée que des traits faciaux spécifiques sont fiablement corrélés à des traits de personnalité fixes est de la pure pseudoscience. Bonne nouvelle pour ceux d'entre nous qui ont un visage de méchant au repos. Cela ne signifie pas réellement que nous complotons pour la domination du monde. Probablement. 23. Accrochez-vous, car celui-ci est cosmiquement loufoque et a acquis un public presque sectaire. Proposé par l'ingénieur et inventeur autrichien Hans Hörbiger au début du XXe siècle, la Welteislehre, ou théorie de la glace cosmique, affirmait que la glace était la substance fondamentale de tous les processus et structures cosmiques. Tout, planète, lune, étoile, même la Voie lactée elle-même, était soit fait de glace, soit profondément affecté par elle. Éruption solaire, d'énormes blocs de glace s'écrasant sur le Soleil. Météorites, des débris spatiaux glacés, anneaux de Saturne, évidemment de la glace. D'accord, il avait en partie raison sur ce point, mais pour des raisons entièrement fausses. Cratères lunaires, formés par l'impact de blocs de glace. La théorie de Hörbiger, développée à partir d'une vision, a acquis un public bizarrement vaste et fervent, surtout en Allemagne et en Autriche, bien qu'elle ait été ridiculisée par les scientifiques du courant dominant. Il aurait même dit « Vous croyez à ma théorie ou vous serez traités comme des ennemis ». Voilà un accueil glaçant pour toute opinion dissidente concernant son univers glacé. 24. Qu'est-ce qui rend les êtres vivants vivants et fondamentalement différents, disons, d'une roche ou d'une flaque d'eau? Pendant très longtemps, la réponse pour de nombreux philosophes et scientifiques fut le vitalisme. C'était la croyance que les organismes vivants sont distincts de la matière non vivante parce qu'ils contiennent une certaine étincelle vitale, force vitale, entéléchie ou élan vital non physique
qui était un principe animateur. Cette essence mystérieuse était censée être ce qui organisait et animait les organismes, guidait leur développement et ne pouvait être expliquée par la seule physique et chimie. Ainsi, on ne pouvait pas simplement assembler les bons produits chimiques dans une éprouvette et créer la vie. Il fallait cet ingrédient spécial, presque magique, qui transcendait le matériel. Si l'idée d'une force vitale est poétiquement attrayante, l'essor de la chimie organique, comme la synthèse de l'urée par Wöhler, qui est un composé organique à partir de matériaux inorganiques, et de la biologie moléculaire a montré que les processus de la vie, aussi complexes soient-ils, sont en effet régis par des lois physiques et chimiques. Désolé, pas de poussière de fée mystique nécessaire pour la vie, juste des molécules à base de carbone très astucieuses faisant leur travail. 25. Le rêve d'une machine qui pourrait fonctionner éternellement sans source d'énergie externe, une machine à mouvement perpétuel, a fasciné les inventeurs, les rêveurs et les escrocs pendant des siècles. Et nous ne parlons pas seulement d'excentriques dans des hangars, bien qu'il y en ait eu certainement beaucoup. De nombreux penseurs sérieux et premiers scientifiques croyaient sincèrement que c'était possible, consacrant d'immenses efforts et ingéniosité à la conception de dispositifs élaborés avec des poids astucieusement équilibrés, des roues à eau auto-alimentée, des aimants se repoussant en une boucle infinie ou des dispositifs à action capillaire. Ils poursuivaient une violation des lois fondamentales de la thermodynamique, qui, pour être juste, n'étaient pas entièrement formulées pendant une grande partie de cette période, rendant ainsi le rêve plus plausible. Bien que ces tentatives aient toujours échoué, parfois de manière spectaculaire et souvent hilarante, elles ont involontairement conduit à une meilleure compréhension de la mécanique, du frottement et de la conservation de l'énergie. C'est un témoignage de l'ingéniosité humaine et de notre quête éternelle d'un repas gratuit, même si l'univers continue de dire « non » et payez votre facture d'énergie. 26. Même les génies peuvent parfois se tromper, ou du moins être influencés par la sagesse dominante de leur époque. Lorsqu'Albert Einstein a développé pour la première fois sa théorie révolutionnaire de la relativité générale en 1915, ses équations suggéraient que l'univers devait soit s'étendre, soit se contracter. Un univers statique n'était pas stable, mais le point de vue astronomique dominant à l'époque était que l'univers était, à la plus grande échelle, statique, éternel et inchangé dans sa taille globale. Pour faire correspondre ces équations à cette idée acceptée, Einstein a introduit à contre-cœur quelque chose appelé la constante cosmologique, connue sous le nom de lambda, dans ses équations de champ, essentiellement un facteur d'ajustement mathématique représentant une force répulsive pour contrebalancer la gravité et maintenir l'univers immobile. Plus tard, lorsque les observations d'Edwin Hubble dans les années 1920 ont fourni des preuves solides que l'univers était en effet en expansion, Einstein aurait qualifié la constante cosmologique de sa plus grande erreur. C'est un bon rappel que même les esprits les plus brillants sont façonnés par les hypothèses de leur temps. Et, dans un rebondissement cosmique, cette erreur a en fait fait un retour en cosmologie moderne pour aider à expliquer l'expansion accélérée de l'univers. Un phénomène maintenant attribué à l'énergie sombre, alors peut-être n'était-ce pas si erroné que cela après tout. 27. L'un des canulars scientifiques les plus célèbres et les plus élaborés de tous les temps. En 1912, Charles Dawson, archéologue amateur et avocat, a affirmé avoir trouvé les restes fossilisés d'un humain ancien, le chaînon manquant entre les singes et les humains, dans une gravière à Piltdown, Sussex, Angleterre. Le homme de Piltdown, dont le nom scientifique proposé était Eoanthropus dawsoni ou homme de l'aube de Dawson, possédait un crâne de type humain et une mâchoire de type simien avec une usure des dents semblable à celle des humains, correspondant parfaitement à certaines idées préconçues de ce à quoi un ancêtre humain ancien devrait ressembler. L'établissement scientifique britannique a été largement convaincu pendant des décennies, le saluant comme une découverte majeure, prouvant les racines anciennes de l'humanité en Angleterre. Ce n'est que dans les années 1950 que des tests chimiques avancés et une réanalyse ont révélé la vérité. Le crâne provenait d'un humain moderne, la mâchoire d'un orang-outan, et les dents avaient été délibérément limées et teintées pour paraître anciennes et fossilisées. L'identité de l'auteur de ce canular reste un mystère très débattu,
Mais l'homme de Piltdown constitue une mise en garde contre la pensée désidérative, le biais de confirmation et l'importance d'un scepticisme rigoureux en science, même lorsqu'une découverte semble trop belle pour être vraie. 28. En mars 1989, les chimistes Martin Fleischmann et Stanley Pons de l'Université de l'Utah ont fait une annonce fracassante lors d'une conférence de presse. Ils avaient réalisé la fusion nucléaire à température ambiante, ou fusion froide, en utilisant une simple expérience de paillasse impliquant des électrodes de palladium et de l'eau lourde, également connue sous le nom d'oxyde de deutérium. Ils ont affirmé que leur appareil produisait un excédent de chaleur qui ne pouvait être expliqué que par des réactions nucléaires, ainsi que des sous-produits comme le tritium et les neutrons. Le monde entier s'est enflammé. Si cela était vrai, cela promettait une source d'énergie propre et pratiquement illimitée, résolvant les problèmes énergétiques mondiaux du jour au lendemain. D'autres laboratoires se sont empressés de reproduire leurs résultats, sous un examen médiatique intense. Cependant, la plupart n'y sont pas parvenus. L'enthousiasme initial a fait place à un scepticisme généralisé, car les affirmations ne pouvaient pas être vérifiées de manière cohérente, leurs méthodes ont été critiquées, et des accusations d'erreurs expérimentales et même de négligence ont fusé. Alors que la recherche sur les réactions nucléaires à basse énergie, souvent abrégées en l'ENR, se poursuit dans certains domaines de niche, le rêve d'une fusion froide facile et sans effort, issue de cette annonce explosive initiale, reste fermement dans la catégorie « trop belle pour être vraie » et probablement juste de la mauvaise science, pour la plupart. 29. Avant que Darwin et Wallace ne formulent la sélection naturelle, Jean-Baptiste Lamarck, éminent naturaliste français, proposa au début du XIXe siècle un mécanisme d'évolution différent, et pour certaines personnes plus intuitif. Son idée, souvent simplifiée comme l'héritage des caractères acquis, suggérait que les traits qu'un organisme développait ou acquérait au cours de sa vie, par l'usage ou le non-usage, pouvaient s'être transmis à sa descendance. L'exemple classique, bien qu'il soit quelque peu caricatural, est celui de la girafe. Lamarck aurait pu soutenir que les girafes ancestrales étiraient leur cou pour atteindre les feuilles plus hautes, et ce cou légèrement allongé était ensuite transmis à leurs petits, qui étiraient de leur cou davantage, et ainsi de suite, au fil des générations. Ainsi, si vous vous entraîniez beaucoup et deveniez super musclé, vos enfants naîtraient avec des muscles plus gros, ou si un forgeron développait des bras forts, ses fils les hériteraient. Bien qu'intuitivement attrayants, et que certaines découvertes épigénétiques très récentes montrent une légère nuance dans la manière dont l'environnement peut affecter l'expression génique au fil des générations, les grandes lignes du lamarckisme, utilise-le ou perds-le et transmets-le directement, ont été largement supplantées par l'évolution darwinienne via la sélection naturelle agissant sur la variation aléatoire. 30, c'est de la matière à cauchemar et du pain béni pour les films de série B. Mais pendant un temps, cela a suscité une sinistre curiosité scientifique. L'idée, un corps humain s'enflamme subitement, réduit en cendres, l'environnement restant souvent étrangement intact, sans source d'ignition externe claire. Pendant des siècles, des récits épars, souvent mal documentés, de prétendues combustions humaines spontanées ou CHS ont fait surface. Les premières conjectures scientifiques allaient de trop d'humeurs combustibles. Rebonjour, les 4 humeurs. À des réactions chimiques internes, à l'électricité statique, ou à la rétribution divine pour le péché, l'alcoolisme étant une théorie populaire au XIXe siècle pour en expliquer la cause. Alors que de nombreux cas peuvent probablement être expliqués par l'effet de mèche, les vêtements agissant comme une mèche de bougie, alimentée par la graisse corporelle fondue, enflammée par une cigarette tombée ou une flamme proche, l'idée de se transformer en cendre sans raison valable reste morbidement fascinante, et heureusement extrêmement rare, voire entièrement mythique en tant qu'événement véritablement spontané. 31. Approchez, approchez, pour le fluide invisible et le contact visuel intense. À la fin du XVIIIe siècle, Franz Anton Mesmer, un médecin allemand, proposa le magnétisme animal, une idée plus tard appelée mesmérisme, une force naturelle subtile et invisible, circulant à travers tous les êtres vivants, reliant les humains, la terre et les cieux. La maladie, croyait-il, provenait de blocages dans ce fluide.
Il guérissait les patients en les mesmérisant, utilisant des aimants, des passes manuelles sur le corps connues sous le nom de passes mesmériques, ou des regards intenses pour restaurer l'harmonie. Ces séances étaient théâtrales, des groupes se tenant par la main autour d'un baquet, une grande cuve d'eau magnétisée et de limaille de fer avec des tiges saillantes, menant parfois à des crises mesmériques, comme des convulsions ou des transes, considérées comme des guérisons. Alors que le magnétisme animal lui-même fut discrédité par des commissions scientifiques qui en attribuèrent la cause à la suggestion et à l'imagination, bonjour, l'effet placebo. Le travail de Mesmer ouvrit involontairement la voie à l'étude de l'hypnotisme. 32. Ceci est profondément inconfortable. Un avertissement sévère sur la pseudoscience mariée aux préjugés. L'eugénisme, acquérant une popularité et une respectabilité alarmantes au début du XXe siècle dans de nombreux pays occidentaux, visait à améliorer la race humaine en contrôlant l'hérédité. Les partisans, y compris des scientifiques éminents, croyaient que les traits désirables, souvent mal définis et biaisés par la classe et la race, comme l'intelligence ou le caractère moral, pouvaient être encouragés via la sélection, ce qu'on appelait le eugénisme positif. Plus insidieusement, il préconisait d'éliminer les traits indésirables, tels que la faiblesse d'esprit, la criminalité ou la pauvreté, en empêchant la reproduction parmi les groupes jugés inaptes, connus sous le nom de eugénisme négatif. Cela a conduit à des politiques horribles, stérilisation forcée, lois discriminatoires, internement, culminant dans les atrocités nazies. La science était viciée, basée sur une génétique simpliste et imprégnée de préjugés. C'est un exemple glaçant d'un langage à consonance scientifique justifiant des atteintes épouvantables aux droits de l'homme. La seule amélioration dont elle avait besoin était un discrédit total. 33. Aujourd'hui, la plupart des gens considèrent l'astrologie comme un peu de divertissement, un horoscope inoffensif au fond d'un magazine ou un guide de personnalité originale. Mais pendant de nombreux siècles, depuis l'ancienne Babylone à travers la Renaissance européenne et au-delà, elle fut considérée comme une science légitime, complexe et très influente. Un système sophistiqué pour comprendre et prédire les événements terrestres, les destins humains, et même les résultats médicaux en étudiant les positions et les mouvements des corps célestes. Rois, reines et empereurs employaient des astrologues de cour pour guider leurs décisions d'État les plus importantes. Les médecins consultaient des cartes astrales pour déterminer les meilleurs moments pour les opérations chirurgicales ou l'administration de médicaments. Des calculs mathématiques complexes et des éphémérides détaillées étaient impliqués dans l'établissement des horoscopes. Alors que l'astronomie, qui est l'étude scientifique réelle des objets et phénomènes célestes, a finalement divergé et a démontré que l'attraction gravitationnelle de Mars sur un nouveau-né est bien moindre que celle de la sage-femme dans la salle d'accouchement, l'attrait de trouver un sens et un ordre dans les schémas des étoiles a persisté pendant très longtemps en tant que quête intellectuelle sérieuse. Cela montre simplement à quel point ce qui est considéré comme de la science dure peut vraiment changer avec le temps, parfois pour le bien, le grand bien. Alors, c'était de la science. Autrefois, en quelque sorte, des globes oculaires qui explosent aux voyages utérins et au système d'irrigation martien, l'histoire prouve une chose. La confiance n'est pas synonyme de justesse. Maintenant, voici la vraie question. Quelles vérités modernes feront le plus rire les futurs humains? Les thérapeutes IA? L'eau sans gluten? La théorie de la planète Mars plate? Laissez votre prédiction la plus audacieuse dans les commentaires. La plus stupide, la meilleure. Et si votre esprit est encore chamboulé par ces rebondissements historiques, montrez votre soutien avec un like. Abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine descente dans une folie délicieuse et activez la cloche.